Dans l'Antiquité, il arriva un moment où le destin du Proche-Orient se joua en un seul affrontement. Un empire puissant, avide d'expansion, leva son armée la plus disciplinée. En face, une coalition de cités libres, unies par la peur de perdre leur indépendance, se prépara à résister. Ce ne fut pas seulement une guerre pour des territoires, mais une lutte pour la survie, pour l'honneur et pour le contrôle d'un carrefour vital du monde antique. Et tout commença par la décision d'un souverain qui refusa la prudence, préférant l'audace et la gloire. Au milieu du XVe siècle avant notre ère, le Proche-Orient était une mosaïque instable. L'Égypte, sous le règne du pharaon Thoutmôsis III, voulait imposer son autorité sur les terres du Levant. Pour le pharaon, contrôler cette région n'était pas un simple caprice impérial. C'était une nécessité vitale. Là passaient les routes des caravanes venues de Syrie et de Mésopotamie, chargées de cuivre, d'étain, de bois de cèdre et d'épices précieuses. Perdre cette zone, c'était priver l'Égypte de richesses et menacer la gloire même du trône. Mais face à cette ambition se dressait une coalition improbable de princes cananéens, unis sous l'autorité du roi de Kadesh. Pour ces souverains, accepter la domination du Nil revenait à perdre leur autonomie et leur dignité. Céder signifiait voir leurs fils pris en otage, leurs trésors versés en tribut et leurs cités transformées en vassales. Pour eux, la révolte n'était pas une option. C'était une question de survie politique et d'honneur. Les deux camps préparèrent alors leurs forces. Thoutmôsis III rassembla près de 20 000 hommes, archers au tir redoutable, lanciers disciplinés, fantassins aguerris et surtout ses chars de guerre, rapides, maniables, véritables machines de mort à l'époque. L'armée égyptienne, organisée et centralisée, possédait un avantage considérable, la cohésion. Chaque soldat savait sa place, chaque officier obéissait sans discussion. La coalition cananéenne n'était pas sans ressources. Elle mobilisa environ 15 à 25 000 combattants. Ces hommes connaissaient intimement leur terrain, collines, vallées, cols montagneux. Leur force venait de cette familiarité avec la géographie et de leur motivation farouche à défendre leur foyer. Mais leur faiblesse était tout aussi évidente. Trop de chefs, trop de rivalité. L'unité n'était qu'apparente. Chaque prince cherchait à protéger avant tout sa propre cité, rendant les ordres difficiles à coordonner. Les stratèges des deux côtés mesuraient le danger. Les généraux égyptiens, prudents, recommandaient d'éviter les passages risqués et de manœuvrer avec méthode. Thoutmôsis, lui, voulait un coup d'éclat. Il savait que seule une décision audacieuse marquerait durablement les esprits et écraserait la rébellion. Du côté cananéen, le roi de Kadesh et ses alliés misaient sur la forteresse de Megiddo, un verrou naturel dominant la vallée fertile de Jezréel. Selon eux, aucune armée ne pouvait franchir cette barrière. Ainsi, deux visions s'affrontaient. D'un côté, la discipline, l'organisation et l'expérience de l'Empire du Nil. De l'autre, la connaissance du terrain, le courage désespéré et la volonté d'hommes refusant la servitude. L'équilibre semblait précaire, mais chacun savait qu'une seule bataille allait décider de l'avenir du Levant. Et déjà, l'air vibrait d'une tension électrique, comme si le monde antique retenait son souffle avant l'explosion inévitable. Lorsque l'armée égyptienne se mit en marche, la tension était palpable. 3 routes menaient à Megiddo, 2 larges et sûres, mais prévisibles, et une 3e, étroite, tortueuse, presque suicidaire, le passage d'Harouna. Les généraux, expérimentés mais prudents, supplièrent le pharaon d'éviter ce goulet. Une embuscade y aurait anéanti l'armée entière. Mais Thoutmôsis III ne voulut rien entendre. « C'est par là, déclara-t-il, que nous surprendrons l'ennemi. » Alors commença une marche digne d'une épreuve divine. Les soldats avançaient en file indienne, les chars grinçaient sur les rochers, les chevaux piaffaient dans la poussière. À chaque pas, ils craignaient une pluie de flèches venues des hauteurs. Mais les collines restaient silencieuses. Les Cananéens, convaincus que jamais un pharaon ne prendrait un tel risque, n'avaient pas défendu ce passage. La manœuvre audacieuse réussissait. L'armée du Nil surgissait, intacte,
dans la vallée fertile de Jezréel. L'effet de surprise fut foudroyant. Les éclaireurs ennemis, pris de court, sonnèrent l'alarme. Mais déjà les bataillons égyptiens se déployaient avec une précision implacable. Les archers, à genoux, tirèrent la première volée. Le ciel se couvrit de traits mortels. Puis les chars de guerre entrèrent en action. Roues martelant la terre, chevaux lancés au galop, pointes de bronze scintillant au soleil. Le choc fut terrible. Les rangs cananéens, mal coordonnés, se rompirent presque aussitôt. Certains guerriers, terrifiés, abandonnèrent armes et boucliers. D'autres tentèrent de résister, mais furent balayés par la charge. Les scribes racontant que des soldats, dans leur panique, laissèrent leurs chevaux et escaladèrent les murailles de Megiddo à main nue, comme des hommes traqués. La poursuite devint carnage. Les Égyptiens, galvanisés par la voix de leur pharaon, traquaient sans répit. Dans les plaines et les ruelles menant à la forteresse, le fracas des armes se mêlait aux cris de douleur et au tumulte des fuyards. Mais au moment où la victoire semblait totale, un imprévu surgit. Grisés par le succès, de nombreux soldats égyptiens s'arrêtèrent pour piller les tentes et ramasser le butin abandonné. Ce répit inespéré permit aux Cananéens de fermer leurs portes. Megiddo n'était pas tombée. Elle allait tenir, encerclée mais debout, transformant la victoire éclair en un long siège incertain. Megiddo, encerclé, se dressait encore comme un bastion d'orgueil et de défi. Thoutmôsis III, frustré de ne pas avoir brisé la résistance dès le premier assaut, décida d'étouffer la forteresse. Il ordonna de dresser un campement circulaire, une barrière humaine et matérielle autour de la ville. Les scribes rapportent qu'il fit construire une palissade de bois, un rempart improvisé qui isolait totalement Megiddo du monde extérieur. Aucun homme, aucune bête, aucune cargaison ne pouvait franchir ce cercle de fer et de feu. À l'intérieur, les Cananéens comprirent vite l'ampleur du désastre. Leur retraite précipitée leur avait coûté cher. Chevaux, chars et provisions étaient tombés entre les mains des Égyptiens. Derrière les murailles, la population et les soldats s'entassaient, prisonniers de leur propre forteresse. Les réserves diminuaient de jour en jour, et chaque matin voyait grandir la peur d'un siège interminable. Thoutmôsis III, lui, faisait preuve d'une patience glaciale. Ses troupes, disciplinées, maintenaient la pression sans relâche. Les archers harcelaient les murailles, les soldats creusaient des tranchées, les éclaireurs surveillaient toute tentative de sortie. La stratégie du pharaon était claire. User l'ennemi, le priver de ressources et de morale, jusqu'à ce que la reddition devienne inévitable. Pourtant, la coalition ne se rendit pas aussitôt. Le roi de Kadesh et ses alliés cherchaient désespérément une brèche. Ils tentaient des sorties nocturnes, mais chaque tentative échouait face à la vigilance égyptienne. À plusieurs reprises, des combats éclatèrent dessous les murailles, mêlant cris de guerre, cliquetis d'armes et lueurs des torches. Mais chaque fois, les Cananéens étaient repoussés à l'intérieur de leurs portes closes. Les semaines devinrent des mois. La famine s'installa. Des chevaux furent abattus pour nourrir les soldats. Les civils rationnaient le peu de grains restant. Dans les rues sombres de Megiddo, les murmures de peur grandissaient. Combien de temps tiendrait-il encore? À l'extérieur, les Égyptiens, implacables, attendaient. Et chaque lever de soleil resserrait un peu plus l'étau de Thoutmôsis sur la ville maudite. Après plusieurs mois d'un siège implacable, les murailles de Megiddo ne protégeaient plus qu'une ville à l'agonie. La famine avait brisé la volonté des plus courageux. Les greniers étaient vides, les chevaux abattus, et même les enfants souffraient du manque de nourriture. Dans les rues étroites, les murmures de révolte se transformaient en suppliques. Les princes cananéens, autrefois si fiers, comprirent qu'ils ne pouvaient plus prolonger l'épreuve. Alors, dans un dernier geste d'humiliation, ils envoyèrent des messagers à Thoutmôsis III. Les scribes rapportent qu'ils sortirent de la forteresse vêtus de simples tuniques blanches avec des rameaux d'olivier en signe de soumission. Ils tombèrent face contre terre devant le pharaon, implorant sa clémence. La scène devait être saisissante, les ennemis d'hier prosternés, reconnaissant la puissance absolue de l'Égypte. Thoutmôsis III, triomphant, accepta la reddition. Il n'ordonna pas le massacre, mais imposa des conditions écrasantes.
le désarmement des villes rebelles, la remise de tribus considérables et la reconnaissance de l'autorité égyptienne sur tout le Levant. Megiddo, jadis symbole de défi, devint le monument de sa gloire. Cette victoire n'était pas qu'un succès militaire. Elle avait une portée historique sans précédent. Pour la première fois, une bataille fut consignée dans ses moindres détails, gravée sur les murs du temple de Karnak. Nombre de soldats, mouvements de troupes, discours du pharaon, tout fut immortalisé. Megiddo devint ainsi la première grande bataille documentée de l'histoire. Et plus encore, elle assura pour des décennies la suprématie égyptienne au Proche-Orient. Sous Thoutmôsis III, l'empire du Nil atteignit son apogée. Mais ce qui reste, au-delà de la victoire, c'est l'écho d'une scène. Un roi déterminé, un pari insensé, une ville assiégée jusqu'à la reddition. Une histoire vieille de 3000 ans, mais qui résonne encore aujourd'hui comme la naissance de l'art de la guerre consigné pour l'éternité.